Bonjour. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que tout le monde a goûté les petites glaces à l'entrée? Non? Il faut y aller après. Paraît qu'elles sont délicieuses. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis d'être là avec Estelle et on est ravis de vous faire passer à travers un voyage, le voyage de la transformation par laquelle le groupe Thales est passé pour arriver à une organisation qui est centrée utilisateur, centrée product design, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'Estelle va nous présenter aujourd'hui. Estelle va nous raconter comment, pendant près de 12 ans, Thales s'est transformé, a transformé ses pratiques, c'est passé par des people, c'est passé par du temps, c'est passé par des process, passé par de la gouvernance, mais également passé par des outils pour accélérer la transformation digitale pour arriver à l'organisation qu'est l'organisation de Thales aujourd'hui. Et cette transformation a également été possible grâce à des outils tels que Figma. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toutes les deux on stage aujourd'hui pour parler de cette histoire. Mais avant de laisser la parole à Estelle, je vais vous présenter Figma. Je vais vous faire en quelques mots une petite introduction de Figma, de qui nous sommes, d'où nous venons et de quelle manière nous accompagnons les entreprises, quel que soit le domaine, pour passer par ce type de transformation. La manière dont je vais vous présenter Figma, c'est que je vais commencer par vous parler de 3 idées reçues autour de Figma, que vous avez peut-être à l'esprit, mais on va en parler ensemble, je vais vous le présenter tout à l'heure. Je suis Marie-Éloge Blanc, je suis Sales Manager chez Figma pour l'ensemble des clients de l'Europe du Sud. Et nous avons, donc moi j'ai rejoint Figma il y a un peu plus de 2 ans, au moment de l'ouverture de la filiale française de Figma. Donc Figma France a un peu plus de 2 ans, mais Figma, dans sa globalité, a à peu près 12 ans. Donc Figma a été fondé en 2012 dans la Silicon Valley par 2 personnes qui sont Dylan Field et Evan Wallace. Donc ils étaient tous les 2 étudiants, donc Evan est un petit peu moins dans l'entreprise aujourd'hui. Donc les 2 fondateurs sont ces 2 personnes-là, mais aujourd'hui notre CEO est Dylan. Donc c'est avec Dylan qu'on continue d'avoir des interactions, parce que malgré la taille de l'entreprise, on a la chance d'être dans des organisations qui nous permettent d'avoir accès à nos execs. Donc Dylan et Evan Wallace ont fondé Figma en 2012. Ils étaient tous les 2 étudiants à l'université de Brown, donc Brown University. Donc ils étaient tous les 2 passionnés de technologie et ils avaient envie de monter une entreprise ensemble. Donc ils ont eu pas mal d'idées, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire avancer la technologie à notre niveau. Et ils se sont dit, nous, on va se focaliser sur le design. Et ils ont décidé de créer une entreprise dont la mission serait de rendre le design accessible à tous. Si vous voyez une tagline quelque part, si vous entendez des phrases qui disent « Make design accessible to all », c'est Figma. Donc c'était la tagline, c'était la mission à l'époque. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que c'était la mission à l'époque il y a 12 ans. Et c'est aujourd'hui toujours la même mission et la chose qui nous anime. C'est comment rendre le design accessible à tous. C'est ce qui va d'ailleurs mener à la première idée conçue, qui est que Figma n'est qu'un produit de design. Or aujourd'hui, effectivement, donc historiquement, c'est ce que nous étions, c'est ce que nous faisions, mais aujourd'hui, on est bien plus que ça. Aujourd'hui, on est une plateforme qui, de bout en bout, accompagne... Hop, je suis désolée. Une plateforme qui, de bout en bout, accompagne et qui permet de construire les produits digitaux des entreprises. Donc, ici, vous avez une illustration de l'ensemble du process qui permet de construire des produits digitaux, depuis le brainstorming jusqu'à la production. Donc, en passant par le wireframing, le prototyping, le développement de code. Et en fait, toutes ces étapes-là, on peut les synthétiser autour de 3 grandes étapes. Le brainstorm, le design et la production. Et aujourd'hui, quand je dis que Figma n'est pas seulement un outil de design, c'est qu'aujourd'hui, sur la plateforme Figma, on a un produit qui permet d'adresser chacun de ces éléments-là, chacune de ces étapes du process de création de produits digitaux. Avec Figma Design, qui a été lancé en 2016, donc dans sa version historique. Donc la toute première version de Figma Design est née en 2016. Puis, on a bougé un petit peu plus en amont en créant FigJam en 2021. Donc FigJam, c'est l'outil de whiteboarding qui permet de faire de l'idéation, du brainstorm avec les différentes équipes, notamment product, research, etc. Et tout dernièrement, le dernier né est DevMode, qui est arrivé l'année dernière et qui permet de rapprocher les équipes
design des équipes tech, fluidifier le process de handoff et faire en sorte d'accélérer la partie production des produits digitaux sur lesquels on travaille en amont dans le process. Deuxième perception, deuxième idée reçue que l'on a envie de balayer avec Figma, c'est de dire que Figma est seulement pour les designers. Ça aussi, c'est une idée reçue qui n'est plus vraie aujourd'hui, parce que Figma, donc, comme je le disais, depuis 2021, on est en capacité d'adresser l'ensemble des équipes, l'ensemble des profils qui participent à la création des produits digitaux. Donc depuis 2021, on a aussi bien des équipes qui sont des équipes product, des équipes research qui travaillent sur la phase amont pendant la phase d'idéation. Ensuite, on a toutes les équipes, évidemment, design qui travaillent pendant la conception des produits. Puis, on va aller voir les équipes développeurs qui rentrent dans le process sur Figma pour aller sur la production. Et le dernier élément, c'est que toutes les fonctions adjacentes sont également incluses dans ce process parce que post-production, ils rentrent dans Figma pour être également là au moment du lancement des produits. Donc toutes ces équipes-là, aujourd'hui, elles sont en capacité de collaborer et elles sont en capacité de travailler sur le process de développement de produits digitaux grâce et sur Figma. Une illustration de cela, c'est de la data qui appuie un petit peu ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs de Figma, dans les utilisateurs de Figma, on a 2/3 de la population qui utilise Figma qui sont en dehors de la fonction design. Donc c'est assez intéressant pour illustrer le fait que déjà aujourd'hui, la plateforme s'adresse à l'ensemble des populations, des équipes qui travaillent sur la création de produits digitaux. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà 30% des personnes qui utilisent le produit Figma qui sont des profils développeurs. Donc avant même qu'on lance DevMode, avant même qu'on lance le produit qui nous permet de fluidifier le handoff, on avait déjà 1/3 de nos utilisateurs qui étaient des développeurs. Et le dernier élément que je voulais partager avec vous, qui illustre un petit peu la manière dont aujourd'hui Figma est en train de se démocratiser et en train de se développer et de s'étendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de 80% des utilisateurs de Figma qui sont en dehors des US. On en a un à côté de nous, par exemple. La dernière idée reçue que je voulais partager avec vous, à nouveau, Estelle en est une illustration avec Thales, c'est que une idée reçue et la manière dont on pense à Figma, c'est de toute façon, Figma, c'est pour des produits digitaux. Donc Figma, c'est forcément seulement pour les acteurs de la tech. Non. Aujourd'hui, Figma, c'est pour tout type d'organisation, pour tout type d'industrie. Je vous ai mis un petit slide pour illustrer le type de clients qui utilisent Figma aujourd'hui. Donc là, vous reconnaîtrez certainement la plupart des logos. Donc nous ne sommes pas seulement une plateforme qui adressons et qui accompagnons les clients et les entreprises de la tech, mais on est également au support d'entreprises dans la finance, dans le retail, dans les télécommunications, également dans l'aérospace et la défense. Le deuxième élément que je voulais vous montrer pour illustrer le fait qu'on adresse vraiment tous les secteurs d'activité et que nous ne sommes pas que tech-centric, c'est un acteur espagnol de la banque. Donc la banque, quand même, un secteur extrêmement traditionnel. Aujourd'hui, le CEO de BBVA, lorsqu'il décrit le futur de BBVA, il ne parle pas de le futur, la stratégie, sa vision. Il ne parle pas de vouloir faire de BBVA un acteur leader de la banque de demain. Non. Il parle de BBVA comme une entreprise qu'il veut être une tech company in the future. Donc déjà un acteur de la banque qui se décrit comme ça. Donc aujourd'hui, tout le monde se digitalise. L'autre illustration que je voulais partager avec vous, c'est un objet du quotidien. La voiture. Donc, là, c'est un exemple, donc évidemment avec Tesla, mais au-delà de ça, c'est un exemple qui est vraiment qui illustre la transformation digitale dans laquelle on se positionne aujourd'hui. Si vous regardez cette photo, il y a un énorme contraste entre la photo de gauche et la photo de droite. J'ai même envie de dire 2 salles, 2 ambiances. Aujourd'hui, on voit que grâce à l'évolution, la transformation digitale dans laquelle on se trouve, on a l'ensemble de tous les petits boutons, de toutes les petites fonctions d'un tableau de bord qui se trouve sur un seul device digital. Donc aujourd'hui, quand on réfléchit à digitalisation, quand on réfléchit à la tech, quand on réfléchit aux produits digitaux des entreprises, on pense forcément aux applications, on pense forcément au site internet, au site web. Or aujourd'hui, c'est bien plus large que cela. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à la manière
dont opérer différemment, dont apporter des services différemment à leurs clients, à leurs clients, aux entreprises avec lesquelles elles interagissent, parce que de cette manière-là, c'est comme ça qu'elles peuvent prendre de l'avance, qu'elles peuvent se différencier et qu'elles peuvent accélérer leur croissance respective. Donc, là, je vous ai parlé de tous les différents secteurs qui utilisaient Figma. Donc, Figma n'est pas que pour la tech. Je vous ai parlé du secteur bancaire avec BBVA, une illustration automotive. Tout à l'heure, on rentrera dans une illustration encore plus terre-à-terre que ce qu'est en train de vivre et ce qu'a pu vivre Thales. Pour résumer, dans ce monde dans lequel il y a une vraie révolution technologique qui se passe dans ce monde, qui est en permanent mouvement, ne nous arrêtons pas sur les idées reçues et sur le fait que Figma n'est que design, n'est que pour la tech, n'est que pour les designers. Aujourd'hui, Figma est une plateforme qui permet d'accompagner l'ensemble des équipes pour créer tout type de produits digitaux au sein de leur secteur d'activité respectif. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure illustration que de laisser la parole à Estelle. Donc nous avons parlé de voiture. Donc maintenant, Estelle, je te donne le volant. Merci Marie. Tout d'abord, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui, très honnêtement et de manière très sincère. Et à propos de mon profil, peut-être avant de se lancer dans une présentation, j'ai un background de designer. J'ai commencé à designer dans le spatial, donc ça fait un moment, et puis beaucoup d'user research, beaucoup d'études de marché, d'ateliers de co-création avec les clients, les utilisateurs. J'ai progressivement suivi par prendre en responsabilité les activités UX design de la branche spatiale du groupe Thales. Et en 2021, j'ai rejoint le Thales Design Office, qui est vraiment la cellule qui pilote la transformation design chez Thales, pour piloter le projet Thales Design System. Et ce projet revêt d'une importance capitale pour l'entreprise parce que déjà, ça permet à Thales de pouvoir se positionner en tant que design leader, mais aussi ça permet d'asseoir la marque sur le marché. Avant de plonger plus particulièrement dans le voyage de Thales Design, de découvrir comment on a passé le product design à l'échelle au sein de l'organisation, laissez-moi tout d'abord vous introduire le groupe Thales. Thales, c'est un grand groupe industriel français, plus de 80 000 employés au niveau mondial. C'est clairement une entreprise d'ingénieurs et qui est finalement assez peu en frontal du grand public. Nous fournissons des solutions à destination des agences gouvernementales, des institutions, des administrations, des villes ou encore vers d'autres entreprises. Le point commun entre tous ces clients, c'est qu'ils fournissent à leur tour ou exploitent des solutions, des services ou des infrastructures dites critiques et qui sont donc essentielles à la société dans des domaines tels que la défense, l'aérospatiale, les télécommunications, la sécurité, etc. Pour vous donner des exemples très concrets, des solutions avioniques qui sont à bord des avions de ligne, des radios militaires, des centres de contrôle pour tout ce qui est contrôle aérien. Excusez-moi. On va retrouver aussi tout ce qui est constellation de télécommunications, etc. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a un système Thales qui tombe ou est défaillant, ça fait tout de suite la une des journaux. Et en fait, il peut y avoir des répercussions assez importantes, typiquement le fait de paralyser un aéroport. Et vous l'ignorez peut-être, mais il est fort probable que vous ayez utilisé des solutions Thales cette semaine, notamment si vous avez fait un paiement par carte bancaire. Sachez que 80% des paiements par carte bancaire au niveau mondial sont sécurisés par Thales. Ou encore, 50% des examens radio sont effectués grâce à des technos Thales. Et autre exemple, 50 pays protègent leur population avec des technologies Thales pour faire de la défense, du militaire bien sûr, mais aussi de la prévention et de la surveillance. J'espère que ça vous donne un peu d'overview sur l'extract de notre portfolio et vous permet d'apprécier la variabilité de nos produits. Et c'est bien dans ce contexte que depuis plusieurs années, nous avons cherché à placer le design, avec un grand D, au cœur de la politique produit. Quand on dit design, c'est vraiment être centré utilisateur et aussi, donc, forcément mieux servir les utilisateurs, mais il faut savoir que chez Thales, historiquement, on répond à des requirements clients. Et pour vous donner un exemple concret,
on a un ingénieur côté client et un ingénieur côté Thales dans une phase de bid, c'est la surenchère de la fonctionnalité. Et ils ne sont pas forcément en conscience de ce qui se passe au niveau opérationnel, au niveau du terrain. Finalement, les utilisateurs, qu'est-ce qu'il leur faut? Donc il peut y avoir des gaps. Donc mieux servir les utilisateurs. Et aussi réduire la complexité croissante de nos systèmes par le design et donc par l'humain. Ça, c'est l'objectif. La transformation design commence très concrètement en 2012. 2012, c'est le premier Design Center, donc à Jouy-en-Josas, non loin de Paris, au sein de la Thales Université. Avec ce premier Design Center, c'est une cellule innovation qui est sortie de terre. Il y a le recrutement de strategic designers, les tout premiers de l'entreprise. Design d'innovation dit résolution de problèmes, en plaçant bien sûr l'humain au centre utilisateur, et processus de créativité. Donc c'est clairement en écart avec le scepticisme des ingénieurs et toute la manière ingénierie qu'on peut retrouver historiquement dans le groupe. Et ça permet notamment de faire de la génération d'idées et dégager des opportunités de marché pour l'entreprise Thales. Donc c'est vraiment une tentative, il se lance en 2012, et je reviendrai plus précisément sur le purpose des Design Centers. Mais je voulais aussi vous préciser qu'il y a eu d'autres initiatives dans le groupe, au-delà de ce Design Center, qui a surgi en 2012. Il y a eu des activités avec un impact plus local, au niveau, par exemple, juste d'un projet, d'un programme, avec le facteur humain. Le facteur humain, c'est une discipline spécialisée dans l'analyse et la gestion des interactions entre l'humain et les systèmes dits critiques. Exemple très concret, le crash d'un avion, et essayer justement de prévenir le crash et le drame industriel, en faisant une meilleure répartition des fonctionnalités entre l'humain et le système. Ou encore du Human Computer Interaction and Human Machine Interface, c'est tout ce qui est software. Et des exemples concrets, on vend une constellation de satellites ou plusieurs satellites. Vous avez ce qu'on appelle un segment sol, qui vont être des solutions logicielles pour piloter et monitorer les satellites. Donc c'est ce genre de type de système auquel on fait référence ici. Derrière, ce sont des ergonomes IHM. Pas vraiment du UX-designer à l'époque. Les Design Centers. Aujourd'hui, c'est vraiment le fer de lance de l'innovation chez Thales. Ça l'est à l'époque, mais ça l'est beaucoup aussi aujourd'hui. Historiquement, c'est l'insertion du design thinking à la D-School de Stanford, donc qui s'axe sur 3 prismes. Viabilité économique. Vous allez trouver que c'est vraiment la base aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était pas. Viabilité économique, être centré utilisateur, et bien sûr, du technologiquement faisable. Donc là, on parle de l'innovation pour dans 3 ans max. Pas de disruption à ce moment-là. Et avec ces design centers, vraiment, c'est des nouveaux modèles de travaux qui s'organisent, des ateliers de créativité avec les clients, les utilisateurs, les experts Thales, tous ensemble, durant des ateliers d'idéation, ateliers de co-création. Ça a permis de dégager des exemples très concrets de déploiement et de valeur du design au niveau innovation. Pendant les phases de bid, mais aussi pendant tout ce qui va être early phase, la R&D, anticipation. Avec les Design Centers, la démonstration par l'exemple a permis d'adresser des sujets beaucoup plus de design d'anticipation. Donc les Design Centers ont pu progressivement prendre une place essentielle au niveau Thales, et aujourd'hui on fait du design pour le soldat du futur, du design pour les smart cities de demain. Autre date clé de cette transformation, c'est 2017, avec la transformation digitale du groupe Thales. Il y a eu, au cœur de cette transformation, un axe spécialisé pour l'expérience utilisateur. Donc certes, à l'époque, c'était que pour du digital, mais n'empêche que ça nous a permis de bien accélérer la transformation. Avec la transfo digitale Thales, il y a 2 choses qui sont sorties de terre, mais il faut savoir qu'historiquement, Thales, groupe d'électronique, hardware. Donc le digital, ce n'est pas du tout dans notre fibre. Il y a eu la création de la Thales Digital Factory, donc à Paris, puis Singapour, et enfin au niveau Montréal, pour incuber des MVP et aussi pouvoir délivrer des produits sur le digital et augmenter les perspectives Thales pour le digital. Conjointement à ça, il y a eu 7 workstreams, donc 7 chantiers qui ont fleuri, l'expérience utilisateur étant le premier, et ils ont essayé d'expliquer justement que l'expérience utilisateur, à cette époque, évangélisée
tu ne peux pas faire de bons produits si tu ne focuses pas sur les utilisateurs. Donc ça, c'était essentiel. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres streams qui sont associés, mais c'était vraiment important. Pendant 3 ans, on a eu le soutien de la transformation digitale pour pouvoir faire des assessments de maturité au niveau design et aussi pouvoir vraiment se projeter sur qu'est-ce qu'on fait demain pour le design chez Thales. Avec tout ça, il y avait vraiment un sponsoring de l'Excom. Donc c'est vraiment rare pendant 3 ans. Soutien financier et soutien aussi au niveau vraiment allez, on va plus loin. Et il y a eu une transformation de l'ingénierie qui a suivi en 2020, date clé, l'inception du design chez Thales avec la partie ingénierie. C'est vraiment l'acte 3. Et aujourd'hui, on est bien dans cette phase-là. Le design chez Thales existe depuis 2020 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette transformation de l'ingénierie nous a permis de s'insérer dans un spectre plus large qui était surfer sur la transformation digitale et essayer justement de mettre toutes les bonnes pratiques, les métiers, les squads avec PO, designers et développeurs et ingénierie système sur les produits Thales. Donc vous pouvez le voir, au niveau, on a plusieurs disciplines. Une discipline autour de l'agile delivery qui consiste à avoir les product owners, CPO, Scrum ensemble pour pouvoir déployer des pratiques. Et on a tout un tas d'autres périmètres. Le design s'insère dans cette transformation et par contre est vraiment au centre de tout le cycle de vie produit. Ce qui fait que si on s'intéresse que à l'ingénierie, c'est trop faible. Donc la transformation design se collabore avec d'autres fonctions type sales, marketing, com, etc. 2020, c'est l'année déterminante pour Thales. Il y a la nomination de notre Chief Design Officer, Didier Boulet. Et avec cette nomination, il y a la capacité de pouvoir faire un plan de transformation, poser une vision, une ambition et tenter de la dérouler. Il fait vraiment chaud, je suis désolée. Le plan de transformation, il s'articule suivant 3 piliers, mais je vais d'abord vous dire ce qu'on cherche à faire. On cherche à transformer Thales en design leader. Ça veut dire qu'on veut rejoindre un club très fermé, des entreprises qui ont placé le design au cœur de la politique produit. Et au-delà de ça, comment est-ce qu'ils déploient ça à l'échelle avec un design system? On va y revenir après. Quand on parle de ce club, on fait référence par exemple à Schneider, Apple, Decathlon, etc. Oui, Thales veut faire ce genre de choses. Et ça veut dire délivrer des expériences utilisateurs exceptionnelles, centre utilisateur, de l'utilisabilité, et également imprégner une culture design dans l'organisation. 3 piliers dans cette transformation. Le design system, on va y revenir dessus, toutes les autres slides vont parler de ça. C'est le fer de lance de notre transformation. La gouvernance design, avec le fait de matérialiser une hiérarchie, un design office dans lequel je suis, Didier Boulet à la tête de ce design office, qui pilote les chantiers de transformation, mais aussi des référents UX design dans les divisions Thales. On a des rendez-vous de manière trimestrielle où en fait on vient déployer une vision, une ambition, voir les challenges que rencontrent les Global Business Units, les GBU, par rapport à cette ambition. Le design ops, c'est comment j'opérationnalise le design au sein d'une organisation. Donc ça va être tout ce qui est autour des pratiques de design, méthodes, outils, mais également operating model, quelles sont les ressources à disposition des designers pour travailler. On a une grosse communauté design chez Thales, on se réunit tous les ans lors d'un grand événement, et ça fait du bien. Mais le fer de lance, c'est le design system. Notre design system, c'est un design system complet qui peut adresser l'entièreté du portfolio Thales. Le digital, le service design et le design hardware. Mais ce n'est pas tout. Le design system, c'est super. On va voir notre vision juste après sur le design system. Mais si on se contentait d'avoir que le design system, ça ne marcherait pas. Donc en fait, comment on passe le bon design à l'échelle au sein de l'organisation? Le process centré utilisateur et l'utilisation du design system. Sur la partie process, le fait d'aller capturer les besoins réels des utilisateurs, c'est un vrai gain pour les PO, pour les PM. Ça leur permet d'apprécier la réalité du terrain et d'avoir les insights utilisateurs.
Mais nos designers font aussi du design produit. Donc ils analysent les marchés, ils analysent vraiment des choses autour du business. Donc on arrive à capturer du user et du customer insight. Ça permet de faire de la décision éclairée. Et, encore une fois, les besoins réels des utilisateurs sont clés pour éviter d'avoir un gap entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est fait. Et l'utilisabilité. Chez Thales, on a les systèmes critiques, facteurs humains, ergonomie, c'est très important. Sur le design system, on a mis un peu les éléments clés qui font qu'aujourd'hui, notre design system, c'est 100% ROI. Mais, je reviendrai dessus plus tard avec des exemples, ce sera beaucoup plus illustré. Le design system chez Thales, c'est ça. C'est comment je fais du design, comment j'implémente des solutions, produits ou du service. C'est la source de vérité design de l'entreprise et c'est grosso modo l'ADN design de Thales. Ça répond un peu à toutes ces questions. Finalement, c'est quoi le design chez Thales? Ça ressemble à quoi une expérience utilisateur chez Thales? Je suis un designer, j'arrive dans l'entreprise, j'ai peut-être de l'expérience ou pas, mais chaque organisation est différente. Donc avec le design system, je suis censée savoir quels sont les outils, les pratiques, tout ce qui est à ma disposition, et finalement comment je m'imprègne de l'ADN et des codes de la marque et du design chez Thales pour produire des solutions hardware, digital ou du service. Voici l'anatomie de notre design system. Il a plusieurs blocs. On part de la marque et du purpose. On travaille, encore une fois, main dans la main avec les équipes de marque. Ensuite, on a un framework qui décrit c'est quoi le design chez Thales. Toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est leur Bible. Okay. Après, on est sur du collaboratif. Donc, s'il manque des choses, s'il faut aller plus loin, on fait du knowledge management, n'est-ce pas? Et ensuite, on a 3 blocs. Ce sont nos noms de code pour chaque partie du design system. On va avoir Fusion pour tout ce qui est design de service. On va avoir Quantum pour tout ce qui est digital. Et Matter pour tout ce qui va être hardware. On va commencer avec Fusion. Et l'expérience passager. Il faut savoir que chez Thales, il y a plusieurs expériences emblématiques quand quand un client achète des solutions. Il y en a un, c'est l'expérience passager, expérience que vous avez tous expérimentée. Vous achetez des billets vos billets pour votre vol, vous allez à l'aéroport, vous passez les contrôles de sûreté, vous allez à la gate, c'est peut-être un long courrier, vous allez regarder un film dans l'avion, etc., etc. Donc, tout ceci, c'est la passenger experience. Il faut savoir que chez Thales, on fournit ce genre d'expérience, mais il faut plusieurs divisions Thales pour arriver à implémenter ce flow. Et des divisions Thales, en tout cas les divisions chez Thales, c'est comme si c'était plusieurs entreprises qui travaillaient ensemble. Travailler en tout cas, essayer de travailler ensemble. Mais finalement, c'est compliqué d'aller délivrer quelque chose où vous allez avoir quelque chose d'adapté et smooth tout le long. Et en fait, il se trouve qu'avec l'expérience passager, vous avez, disons, on va simplifier, 15 équipes produits qui vont fournir des étapes. Et vous pouvez voir ici un journey map qui vraiment vient matérialiser ces étapes. L'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, avant, ils travaillaient indépendamment. Et à la fin, ils livraient ça au client. Je vous laisse imaginer la discontinuité de la livraison. Avec notre design system, aujourd'hui, les designers et les équipes produits travaillent dans Figma, ensemble, sur le même fichier, pour construire l'expérience bout en bout, qui permettra de délivrer quelque chose le plus optimum possible. Et un designer pourra avoir la vision sur ce qui se passe après, l'étape sur laquelle il est censé vraiment faire sa research, mais aussi l'étape qui en fait vient avant. Donc ça permet un réalignement de toutes les équipes produits. Donc elles travaillent sur Figma et Fusion, en fait, ça donne toutes les boîtes que vous voyez là. Ce sont des composants sur étagère que les designers vont venir drag and dropper dans le Canva pour venir construire ce flow. Et on a du journey map, ça c'est un exemple, mais on a aussi tout ce qui est storyboard. Donc ça permet d'illustrer à la fois au niveau produit, que les équipes comprennent bien ce qu'elles sont en train de faire, et aussi l'alignement d'un produit A à un produit B. Et les sales utilisent ces matériaux-là pour venir vendre ceci dans un salon, ou même ils vont l'imprimer sur des magnifiques artefacts type bouquins qui remettront au client, et le client va être capable de présenter ça au reste de son équipe,
Mais comme c'est visuel, tout le monde comprend. Donc ça, c'est Fusion. Il met à disposition les briques et permet de faire du design de service. Aujourd'hui, on a 30 expériences emblématiques Thales qui sont mappées via Fusion. Ensuite, on a Matter. C'est la deuxième partie du design system qui est sur tout ce qui va être hardware. Donc là, on va mettre à disposition un repository de modèles 3D et de documentation de patterns pour le hardware. Un exemple, les ventilateurs sur produits électroniques. Quelle forme ça prend? Quelles sont les découpes au niveau des arrondis et des angles de mon ventilateur? Où est-ce que je les mets? Et c'est assez flexible. Donc, si j'ai des besoins spécifiques sur mon produit, je vais pouvoir prendre un certain degré de liberté. Mais grosso modo, je ne réinvente pas la roue. Et tout ça, bien sûr, avec l'identité Thales, des design language communs, ce qui permet d'avoir toujours ce sentiment d'appartenance à l'entreprise sur les produits livrés. Vous avez un effet avant-après. Ça, c'est une famille de produits pour du drone. Sachez que ce qu'il y a dans le petit carré, là, c'est le même produit, d'accord? Donc là, il y a le avant-après l'utilisation de Matter pour pouvoir reshaper le produit. Donc oui, ça améliore la qualité perçue de nos produits, mais il y a aussi tout ce qui est utilisabilité. Je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est facteur humain, ergonomie, c'est des cas très concrets chez Thales. Et l'idée, c'est qu'en situation d'urgence, amélioration de la conscience de situation, situation awareness, il faut que ce soit tout de suite visible. Donc il pourrait y avoir des bagues un petit peu orangées à des endroits où il ne faut pas venir... voilà, il faut caution. Comme vous, quand vous faites du bricolage. Il y a des endroits sur la tronçonneuse qui sont... Voilà, c'est orange là, je sais qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Enfin, en tout cas, il y a des mécanismes comme ça qui font que c'est pour garantir votre sécurité. Bon, c'est un peu pareil. Là, c'est une signature salon. Mais comme on fait de la défense aussi, on pourrait très bien avoir une signature militaire, type camouflage. Donc c'est ce degré aussi d'adaptation par rapport au milieu, par rapport au client. Et enfin, on a Quantum. C'est pour le digital. Mais Quantum, c'est la toute première partie du design system qui a été sortie de terre. En 2021, on s'est lancé là-dessus parce qu'il fallait démontrer la valeur d'un design system à l'échelle. Et le digital, c'est forcément... Il y a moins de paramètres que si on faisait du hardware. Donc c'était aussi le moyen de venir vérifier que cette stratégie était la bonne. On va faire l'avant-après. Ça, c'est le monde sans Quantum. Et si vous regardez un peu précisément, il y a quand même écrit Gemalto. Et Gemalto a été racheté par Thales. Et ça, c'est après le rachat de Gemalto par Thales. Donc il y avait encore des produits qui étaient brandés en Gemalto. Tout va bien. Non, je rigole, mais c'est normal en fait, parce que les designers et les développeurs, les équipes produits, en fait, ils font ce qu'ils peuvent et ils essaient de faire avec ce qu'ils ont aussi sous la main. Donc là, typiquement, ils n'avaient pas pris le temps de refaire l'identité de marque, mais on a beaucoup d'incohérences parce que chaque équipe produit a un peu réinventé la marque Thales aussi, et les usages autour de l'utilisabilité. Il y a des patterns, c'est navigation, mais il y a de tout en fait. Donc, et bien sûr des technos outdated. Enfin voilà, bon, on peut continuer comme ça un moment, mais c'est juste pour vous dire, ça c'est le monde avant Quantum. Ça c'est le monde après Quantum. Et ça, ce sont des équipes produits qui ne se sont pas parlé directement. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé via la plateforme Figma, tous ensemble, mais il n'y a pas directement de réalignement sur chacun des produits pour se dire, OK, donc on commence à ressentir le sentiment d'écosystème Thales, et c'est ça qui est fort en fait. Et on met à disposition des briques sur étagère pour les designers, pour les développeurs avec des kits d'implémentation, et tout est vraiment, on essaie d'infuser la marque Thales, mais par contre, les équipes ont la latitude pour pouvoir faire une direction artistique. Et là, vous voyez, il y a des écrans qui sont un petit peu plus fancy que d'autres, et c'est normal, mais il y en a qui sont pour du business, je sais pas, disons du contrôle aérien, on ne va pas trop en faire, mais il y a d'autres produits où ça vaut le coup d'aller... Donc la signature Thales, elle va pouvoir être adaptée et vraiment propulser la marque Thales et avoir ce sentiment de cohérence à l'échelle. Voici un peu l'extract de tout ce qu'on a capturé comme avantage à faire du design system notre fer de lance de notre transformation design. Donc le design system, il améliore vraiment tout le cycle de vie du produit, que ce soit les phases amont jusqu'aux phases d'industrialisation. Et il y a vraiment des impacts forts. Donc le premier, et c'est évident, vous l'avez vu, c'est la cohérence. Mais la cohérence, ça apporte plein de choses.
il y a des études qui montrent que si votre marque elle est cohérente sur tous vos supports, vous pouvez faire jusqu'à plus de 20% de chiffre d'affaires. Enfin, ça paraît dingue, mais en même temps, qui a envie d'une marque qui fait des choses qui partent dans tous les sens? Ça ne donne pas confiance, n'est-ce pas? Et donc vraiment assurer cette cohérence, mais ça apporte aussi un gain pour l'utilisateur final. Si les patterns sont cohérents d'un produit A à un produit B à un produit C, sa learning curve va être meilleure, il va tout de suite avoir cet environnement familier. Donc, ok, le business c'est compliqué, faire du contrôle aérien ça demande des compétences. Mais par contre, il ne doit pas être freiné par le menu, n'est-ce pas? Enfin, ça paraît dingue. Et c'est ça qui est important, donc c'est vraiment pouvoir faire le knowledge management, que les designers vont pouvoir tous participer, les développeurs aussi. Les développeurs ont beaucoup de choses à dire. Et avec ça, on peut faire une bonne utilisabilité. Et ce qui est intéressant, et ça on l'a mesuré, c'est un plus 68% de gain en vélocité sur la phase de design. Et ça, c'est bien notre design system plus l'utilisation de Figma. Le point qui est important quand on est du produit, c'est que grâce à ça, on peut rapidement prototyper des choses précises, vérifier que voilà, les clients ils comprennent le truc, qu'ils fassent du feedback, les utilisateurs aussi, puisqu'on se sert de ça en atelier aussi. Et l'aspect collaboration au niveau équipe, si le design est précis, ça va permettre de mieux estimer, en fait, de mieux anticiper les coûts de développement, mais aussi le développeur, il va dire « Ok, j'ai bien compris. Est-ce que tu as pensé à la responsiveness? Est-ce que tu as pensé aux aspects dynamiques ?» Et en fait, tout ça, le designer, ça va être facilité pour lui pour pouvoir bien décrire et spécifier le design. Donc le product owner, ça lui permettra d'écrire plus facilement les user stories, puisque les user flows seront bien visibles, les modèles d'interaction seront bien visibles. Et le design system, ce n'est pas juste une charte graphique avec des composants dans un coin. Non, c'est comment je fais du design et comment je fais du design de qualité. Et après, oui, on met des boîtes à Lego et les designers vont assembler tout ça. Mais c'est beaucoup plus puissant, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et je finirai par Figma. Au départ, ce n'était pas forcément naturel. En 2021, quand on est arrivé en disant on aimerait passer sur Figma, les designers ont dit oui, mais moi j'utilise Axure, j'utilise Sketch. Oh, encore un outil de design, mais pourquoi? Et en fait, avec le temps, la collaboration a été tellement améliorée qu'aujourd'hui, on ne penserait pas revenir en arrière. Et ce n'est pas juste le designer, c'est toute l'équipe produit qui en fait, donne cette information. Ça nous a permis de casser les silos entre les entités Thales. Ce fait qu'on soit tous sur la plateforme design, on a des designers, des équipes, des product managers qui vont regarder les produits de d'autres divisions. Et en fait, ils se disent « Ah, mais finalement, c'est hyper inspirant ce que je viens de voir là. On a la même problématique. Je vais peut-être les contacter. » Et ça a permis comme ça de faire vraiment ce break the silos et la collaboration à l'échelle. Aujourd'hui, on a 4000 personnes, plus de 4000 personnes sur la plateforme Figma. On a 300 designers, des gens qui pratiquent le design. On a 600 développeurs. Et les autres, c'est des gens du produit, mais aussi des utilisateurs et des clients. Et en fait, on travaille vraiment, c'est notre plateforme principale pour travailler. Donc Figma, le design system, il est hébergé dans Figma, il est distribué dans Figma, mais on se sert aussi de Figma pour pouvoir faire la collaboration et définir les solutions de demain pour l'entreprise Thales. Je finirai par dire que quelle est la suite pour le voyage Thales Design? Tout simplement, il va falloir qu'on continue à systématiser le centre utilisateur, c'est clé, et on va migrer progressivement le portfolio Thales vers le design system. On va aussi pousser au maximum les ingénieurs et les gens du produit à aller sur la plateforme Figma pour vraiment, tout ça, maximiser les bénéfices à l'échelle. Voilà, j'espère que ça vous a donné un aperçu de ce qu'on a fait, notre parcours. Puis si vous avez des questions, je serai sur le stand Figma plus tard pour y répondre. Merci. Merci beaucoup Estelle de nous avoir amenés et fait voyager pendant ces quelques années de voyage Thales vers une organisation centrée utilisateur, product design. Donc si on est toutes de ce côté, c'est parce qu'il y a un ventilateur et qu'il commence à faire de plus en plus chaud sous les réacteurs
du monde de l'aviation que supporte Thales, pour ne pas faire trop d'analogies. Donc un grand merci à toi Estelle. Pour la suite, et pour conclure, je vais vous partager quels sont les éléments, quels sont les sujets qui sont prioritaires pour Figma pour la suite et les sujets prioritaires sur lesquels on travaille pour 2024 et les années à venir. 2 sujets sur lesquels on va travailler prioritairement, c'est l'intelligence artificielle et le design to prod. Estelle l'a expliqué, le fait de rapprocher les équipes, le fait de casser les silos, c'est un grand impact sur la manière dont on va accélérer la production de produits digitaux. Casser les silos. Donc nous, on va avoir un focus sur casser les silos entre les designers et les développeurs, parce que c'est encore aujourd'hui un silo qui est très présent et qui a un impact sur la manière dont on est en capacité de délivrer les produits digitaux sur lesquels on travaille. Je vais commencer par vous parler de l'intelligence artificielle, et ensuite je vais vous parler de la manière dont on casse les silos sur la partie design to code. Intelligence artificielle, technologie qui est dans les bouches de tout le monde. Donc j'ai envie de vous parler de quelle manière Figma pense à ce sujet-là. La manière dont Figma pense à ce sujet, on a envie de le symboliser et d'utiliser le symbole du plafond et du plancher. D'un côté, avec l'IA, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie d'augmenter le plafond. Augmenter le plafond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de permettre à toutes les personnes qui sont déjà experts de Figma, qui sont déjà très avancés dans la manière d'utiliser Figma, la production de produits digitaux, etc. Donc, d'augmenter le plafond pour les aider à être encore plus performants, pour les aider à accélérer, pour les aider à fluidifier et pour les aider à être meilleurs dans ce qu'ils font aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire avec l'IA. Il y aura quelques illustrations, je vais vous présenter quelques illustrations aujourd'hui. Malheureusement, je ne vais pas être en capacité de dévoiler beaucoup parce que nous avons Config qui arrive bientôt. Qui dans la salle sait ce qu'est Config? Top, ok. Donc très contente de voir qu'on a des personnes qui connaissent un petit peu Figma et qui connaissent un petit peu Config. Donc Config est notre conférence. Donc vous saurez que chez Figma, il y a toujours un FIG dans nos mots. Voilà, c'est notre grande conférence annuelle, donc c'est notre config. Notre config a lieu à San Francisco le 26 juin prochain, et c'est le moment où on centralise, on cristallise l'ensemble de nos annonces, l'ensemble de nos innovations. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir dévoiler beaucoup aujourd'hui, mais je vous donne un petit appétit pour vous donner envie de venir vous connecter sur config. Alors, l'IA aujourd'hui est au service de 2 choses. Donc monter le plafond, permettre à tous les utilisateurs qui sont déjà experts d'avoir accès à des fonctionnalités encore plus accélérées, encore plus améliorées pour les aider dans leur day-to-day. Et non, on ne remplacera pas l'humain, c'est juste l'accélération et l'amélioration. Et le deuxième élément sur lequel on travaille en termes de plafond et de plancher, c'est de baisser le plancher pour permettre de baisser les barrières à l'entrée et permettre à un plus grand nombre de personnes de prendre part au process de création digitale, de création de produits digitaux. Donc ce sont des personnes qui sont par exemple des execs, ce sont des personnes qui sont par exemple des leaders, ce sont des personnes qui sont par exemple des développeurs, des PM, etc. Comment, grâce à l'IA, on rend accessible ce process de créativité à plus de monde. Donc là, c'est les sujets sur lesquels on travaille. Je vous ai mis une illustration, mais ce sera la seule. C'est les dernières innovations que l'on a faites. Donc ça, c'est seulement sur les 9 derniers mois. Donc c'est quelques innovations qu'on a permis d'ajouter dans notre outil FigJam. Donc vous vous rappelez, brainstorming, design, build. Donc brainstorming, c'est avec FigJam. Et sur FigJam, l'IA est arrivée. L'IA permet sur FigJam d'aider à faire des résumés de brainstorming, permet de faire des classifications, permet de ne pas démarrer d'une feuille blanche. Ça, c'est le syndrome de la feuille blanche qu'on a depuis qu'on est jeune. Ben, on continue de l'avoir au travail. Et donc ça, c'est des éléments qui vous permettent de vous aider et de vous accélérer dans votre travail. Donc là, je vous donne une illustration côté FigJam, mais ce sera la même chose sur Figma Design. Ce sera comment vous aider à être meilleur, avancer votre prototyping, page blanche, etc. Donc il y a énormément de choses qui vont arriver et qui seront annoncées très prochainement. Le deuxième sujet prioritaire sur lequel Figma travaille, là sur 2024, mais sur les mois à venir, c'est comment accélérer, fluidifier le design to code, comment fluidifier le design to production. Pour ce faire, on s'est centré sur les problématiques qui nous ont été partagées par les clients, sur cette partie design to prod. 1. Comment faire en sorte d'accélérer le passage de l'idée
à la production. Ça, c'est le challenge numéro 1 que nos clients nous partagent sur ce sujet-là. Le deuxième challenge que nos clients nous partagent sur ce sujet-là, c'est comment faciliter les phases exploratoires. Et le troisième enjeu qui est partagé par nos clients en majorité, c'est comment réduire le gap entre les designs qui sont conçus par les designers et les produits qui sont shippés par les équipes développeurs. Ce troisième challenge, c'est vraiment le challenge qui revient. Pour illustrer ce challenge, j'ai envie de vous demander qui a déjà été confronté à ce type de problématique. Bon, les équipes en amont, sur la partie idéation et design, ont pensé à des fonctionnalités fantastiques, fabuleuses. Soit la faisabilité n'est pas tout à fait là, soit les développeurs ne l'ont pas tout à fait compris. Alors comment on fait pour faire en sorte que le cheval soit le même dans l'idée de nos designers et dans ce qui est effectivement shippé par les équipes dev? Comment on fait? On les met tous dans un même outil, on leur permet à tous de collaborer davantage et on leur permet à tous de parler la même langue. C'est un petit peu ce que Estelle nous disait tout à l'heure quand elle nous disait, ben voilà, Figma nous a aidé à accélérer, Figma nous a aidé à fluidifier, Figma nous a aidé à gagner en productivité. Alors comment on fait pour amener un peu plus de monde, pour démultiplier les effets que ça peut apporter. Donc voilà, nous, notre enjeu, c'est avec DevMod de vous aider à fluidifier la collaboration et éviter des dessins d'enfants à la fin d'une merveilleuse esquisse. Alors aujourd'hui, le process de, justement, donc ce qu'on dit, de idéation à production, ressemble un petit peu à ça, à avancer sur une pente qui est un petit peu glissante, mouvante, qui est dans le sens inverse. Donc comment on fait pour passer de ça à fluidifier un petit peu les process? Ça, c'est vraiment les éléments sur lesquels on est en train de travailler. Et c'est là-dessus qu'on est en train de plancher, mais en permanence, et sur lequel on va apporter énormément de réponses, là, en juin prochain. Énormément de réponses. Ce sera des débuts de réponses, parce que, vous l'aurez compris, Figma est une plateforme en permanente évolution. On est une entreprise qui a vraiment été construite sur la communauté, sur le feedback, sur les retours qu'on a sur le produit. Donc notre but, c'est de vous accompagner à ça. Et finalement, en début de présentation, je vous ai expliqué que notre ambition, elle était de make design accessible to all, donc rendre le design accessible à tous. Et là, on est en train de rentrer dans une ère encore plus visionnaire qui est de non seulement make design accessible to all, mais aussi turning imagination into reality. Qu'on arrête d'avoir des esquisses merveilleuses qui sont transformées en cheval dessiné par un bébé. Alors, more to come. Donc, on a énormément d'informations qui vont arriver très bientôt à Config. Donc, Config, il y a 2 jours pour la conférence de Config, le 26 et le 27 juin prochain. Et ce qui est génial, c'est que cette année, pour la première fois, tout sera simultanément traduit en français. Donc, il y aura l'audio-description et il y aura les sous-titres. Donc, ce qui est génial, ça permettra au plus grand nombre de participer à la conférence, même si vous n'avez pas la possibilité de voyager jusqu'à San Francisco. En tout cas, nous y serons, les Figmates, on y sera. Donc, pour ceux qui ont encore envie d'y aller, il y a encore de la place, mais pour ceux qui veulent suivre en ligne, allez-y, il y aura énormément d'annonces intéressantes qui seront partagées. Un grand merci à vous pour votre attention, et on vous attend nombreux, soit online, soit sur Config, soit au stand, c'est un peu moins loin. Merci beaucoup.